Mesdames et messieurs, grand mon plaisir de vous retrouver ce soir pour un nouveau numéro du Grand Rendez-vous. J'espère que vous allez prendre plaisir également à ma compagnie. Nous allons faire un tour au ciel pour vérifier quel sera le temps demain. Voilà, bonsoir aux populations de Ouidah, une très belle ville avec ses belles plages. Vous pouvez aller visiter. Amandine Agnambossou ne nous dira certainement pas le contraire. Au menu de ce grand rendez-vous, nous avons 4 rubriques. Le monde agricole nous plonge dans la filière agronomique. Qu'est-ce qu'on entend par agronomie? Qui en sont les acteurs et comment se présente la filière? Autant d'aspects qui seront abordés par Estelle Pazou et son invité. TIC et imagerie médicale, de nouvelles perspectives en vue pour la prise en charge des maladies. Restez avec nous pour les découvrir dans Nature et Bien-être. Se laisser dominer par ses humeurs n'est pas recommandé, autant sur le plan professionnel que personnel. Avec l'expert, on vous propose des astuces pour une gestion efficace de vos humeurs. La série sur la qualité de service en entreprise se poursuit et nous recevons pour vous aujourd'hui un entrepreneur qui va se prononcer sur l'importance justement de cette qualité de service dans le développement d'une entreprise. Vous le savez, le grand rendez-vous, c'est aussi le journal. Amandine Agnambossou, bonsoir. Bonsoir à vous, Agnate Bello. Nous vous laissons pour la présentation des titres. Dans le 19h45 ce soir, les journalistes sensibilisés sur le concept de la police communautaire. L'objectif est de nouer un partenariat avec les hommes des médias pour une efficacité et dans les actions. Différentes applications existent aujourd'hui pour faciliter la vie des populations, mais pour réussir la conception d'une application, il faut passer par plusieurs étapes. Et puis, lors des manifestations, des photographes prennent en photo les invités sans aucune autorisation. Ils les obligent parfois à payer une somme forfaitaire pour le retrait d'une copie. Pourtant, le droit à l'image existe. À quoi sont-ils exposés? On en parle dans cette édition. Voilà, merci à vous Amandine Agnambossou pour cette revue des titres. On vous retrouve à 19h45 avec un grand plaisir. Le premier plateau du grand rendez-vous s'installe à présent. Nature et Bien-être. De nouvelles perspectives existent pour la prise en charge des maladies avec l'aide d'éthique et de l'imagerie médicale. Suivons d'abord ce reportage d'Heureuse Danondé qui nous parle un peu de la télémédecine. On se retrouve tout juste après. Des services et applications émergent et tendent à devenir indispensables dans le domaine de la santé. La télémédecine est l'une de ces pratiques médicales dont le but est d'améliorer l'accessibilité aux soins grâce aux technologies de l'information et de la communication. La télémédecine, c'est une forme de médecine qui
qui consiste à utiliser les moyens de communication tels que le VSAT, tels que la fibre optique ou encore l'ADSL pour pouvoir pratiquer de la médecine à distance. On dira que la télémédecine, c'est la pratique de la médecine à l'aide des outils de communication. L'avènement de la télémédecine au Bénin va permettre de réduire le déficit créé par l'insuffisance des professionnels de santé, surtout les spécialistes dans le secteur public. Au CNHU, il y a un seul spécialiste, je vous l'ai dit, en hématologie, un spécialiste de rang magistral en hémato. Alors, lorsque ce spécialiste est en difficulté devant un diagnostic qu'il va poser, que fait-il? Il ne peut pas échanger au niveau national puisqu'il est, disons, le seul dans sa spécialité. Le fait de pouvoir échanger avec d'autres experts à distance, à l'aide de ces outils de communication, est, à notre avis, une valeur ajoutée d'une importance capitale. La télémédecine peut permettre, disons, un désenclavement intellectuel et permettre que des soins soient accessibles à certains malades dans leur localité, même si les spécialistes ne sont pas disponibles dans ces localités. La pratique de la télémédecine au Bénin pourrait également soulager le budget national du coût élevé des évacuations sanitaires à l'extérieur du pays. Pour exemple, la télémédecine appliquée aux patients va permettre de réaliser 2,6 milliards d'euros d'économies par an d'ici l'horizon 2020 en France, selon l'Organisation mondiale de la santé. Sur la base du temps gagné, du nombre de vies sauvées, et ainsi de suite, sans parler d'argent, vous pouvez imaginer ce que ça apporte. L'utilisation des technologies électroniques, informatiques et de communication dans les domaines de la santé au Bénin ne présenterait que des avantages. Plus de confort pour les patients, plus d'informations disponibles pour les médecins et d'énormes retombées sur le plan économique. Voilà, merci à vous, Rosdane Andé, pour ce reportage sur la télémédecine. Nous retrouvons notre invité d'hier, Aimé Bonou, technicien en imagerie. Bonsoir, Monsieur Bonou. Bonsoir, madame. C'est un plaisir de vous retrouver encore sur ce plateau aujourd'hui. Avec vous, on parle cette fois-ci d'éthique et de l'imagerie médicale, des nouvelles perspectives qui s'offrent justement pour les patients. Dites-nous déjà, revenons un peu pour ceux qui nous prennent peut-être au vol et qui n'ont pas eu le temps de nous suivre hier, sur ce que c'est que l'imagerie médicale. Merci, madame. Et c'est tout un plaisir pour nous de revenir encore sur votre plateau aujourd'hui pour pouvoir parler encore de l'imagerie médicale. L'imagerie médicale, tout simplement, c'est l'ensemble des moyens qu'on utilise pour pouvoir avoir des images de l'intérieur du corps, pour pouvoir explorer l'intérieur du corps. Et ces moyens sont la plupart du temps en fonction, il y a différents moyens, et ces différents moyens sont en fonction du phénomène physique qui est utilisé pour pouvoir avoir l'image. Donc hier, vous avez vu, on a parlé de la radiologie, qui utilisait les rayons pour pouvoir avoir les images. Oui. Alors, quels sont les différents moyens d'imagerie médicale, justement? Les différents moyens, comme je le disais déjà dans l'introduction, en premier lieu, la radiologie. Dans la radiologie, les moyens qui sont utilisés, c'est les rayons X. Et les rayons X ont été plus ou moins, l'utilisation des rayons X dans le domaine d'imagerie médicale ont été plus ou moins le précurseur même de la discipline d'imagerie médicale dont on connaît aujourd'hui, dont on en parle aujourd'hui. Et les rayons X ont donné la naissance à deux techniques d'imagerie médicale qui est la radiographie et le scanner. En dehors de ça, on peut utiliser les rayons dans un cadre un peu plus éloigné, que je dirais, par rapport aux rayons X, où dans ce cas, on injecte des produits radioactifs à un individu ou
ces produits radioactifs vont se fixer à l'organe qu'on veut étudier et ces produits vont commencer par émettre de la radioactivité. Cette radioactivité sera captée par des appareils, des équipements pour pouvoir donner une cartographie de la répartition, de la fixation de ces radioéléments. D'accord. Oui, on vous écoute. En dehors de ce qui est radiologique où on utilise les rayons X, il y a l'échographie. L'échographie utilise un phénomène physique qu'on appelle l'ultrason. L'ultrason. Et jusqu'à ce jour, on se permet de dire que c'est sans danger pour l'homme. Et on l'utilise dans notre contexte. C'est peut-être la modalité d'imagerie médicale la plus connue ou bien la plus utilisée. C'est l'échographie. L'échographie. Oui. Surtout chez les femmes enceintes. Hein? Oui, chez les femmes enceintes et aussi pour d'autres examens. D'autres explorations. Oui. D'accord. Mais déjà, hein, revenons un peu sur hier, on a pu lever l'équivoque, on a pu prouver justement que dans le domaine de la médecine, c'est tellement bien encadré que les patients n'ont pas à craindre justement ces rayons ionisants. Oui, on a levé l'équivoque hier et j'ai ajouté à la fin que c'est un mal nécessaire. on va continuer à l'utiliser davantage parce que les perspectives que ça nous offre aujourd'hui, oui, ils sont énormes et on ne peut pas s'en passer. D'accord. Ce qui est très intéressant, c'est que les TIC, aujourd'hui, qui touchent un peu à tous les secteurs, sont aussi venus révolutionner un peu ce domaine d'imagerie médicale. Quel est l'apport des TIC à l'imagerie médicale? L'imagerie médicale, quand on en parle, il y a un thème qui est peut-être commun à votre domaine, l'audiovisuel et le domaine médical, l'imagerie. Aujourd'hui, vous avez vu dans votre domaine combien de fois l'avancée technologique a impacté, a révolutionné le domaine de l'audiovisuel. Oui. Donc, c'est la même chose. Les outils qu'on vous propose pour pouvoir améliorer la qualité de vos images, ces mêmes outils nous sont proposés aussi dans le domaine médical. Et aujourd'hui, vous parlez du passage de l'analogique au numérique. La même chanson est aussi chez nous, où aujourd'hui beaucoup de centres disposent déjà des équipements qui leur permettent de faire des radiographies numériques. Et ça, simplement, cet avantage... Est-ce que c'est plus précis? On gagne en précision? Bien sûr. Je vous donne un exemple très simple. Jusqu'à un passé récent, il y a des femmes qui sont envoyées dans des services de radiologie où on demande de rechercher l'implant pour la contraception qui est placé à un endroit donné, mais il se fait que ça a migré vers une autre zone. Donc, on demande l'implant s'est déplacé. Oui, on demande de faire la radiographie pour pouvoir retrouver là où se trouve l'implant. Mais avec la technique analogique, ça ne se voyait pas. Mais aujourd'hui, avec le numérique, une image numérique, une radiographie numérique, vous permet de situer avec précision. Oui, là où se trouve. Donc, c'est déjà un avantage. D'accord. Alors, c'est un apport seulement du point de vue organisationnel. Parlez-nous un peu de cet apport. Du point de vue organisationnel en imagerie, vous avez vu dans le reportage, le professeur Amoussou nous parlait de la télémédecine. Oui. Ce qui concerne l'imagerie médicale, c'est la téléradiologie. D'accord. La téléradiologie, de quoi il s'agit? C'est la possibilité que l'éthique offre aujourd'hui à l'imagerie où un examen est réalisé. Par exemple, à Djougou, si je donne un exemple, et un médecin radiologue n'étant pas disponible à Djougou, cet examen peut être interprété, même à Cotonou, même dans le meilleur des cas, peut-être à l'étranger, cet examen peut être interprété en un temps record, où le résultat est envoyé à Djougou pour que le patient puisse être servi. Et sur ce plan, je crois que le Bénin fait quand même déjà des efforts parce qu'il y a des jeunes qui ont initié quelque chose. Il y a une plateforme radiologique au Bénin actuellement où ça fait son bonhomme de chemin, les gens l'utilisent et je crois que peut-être dans les années à venir, ça va s'imposer davantage. Donc, du point de vue organisationnel, c'est ce qu'on a comme apport par rapport. Maintenant, en ce qui concerne le point de vue amélioration du diagnostic? Du point de vue amélioration du diagnostic,
tout à l'heure, je parlais de la qualité de l'image. Et vous avez souligné que si la qualité de l'image est améliorée, on aura davantage une meilleure appréciation des lésions ou bien des lésions sur les images. Et en dehors de ça, aujourd'hui, le traitement informatique des images nous amène peut-être à penser il y a des recherches qui se font déjà là-dessus, ou dans un futur proche, ça ne serait plus l'appréciation unique et de façon qualitative du médecin pour pouvoir décider qui sera utilisé, mais il y a des techniques informatiques où on pourra avoir des informations quantitatives et les deux couplés ensemble pourront permettre d'avoir un diagnostic plus précis et d'envisager. Il y a un thème qui circule le plus aujourd'hui, la médecine personnalisée. La médecine personnalisée, l'imagerie va beaucoup apporter à la médecine personnalisée à travers l'utilisation des TIC. Alors, est-ce que nous disposons de la main-d'œuvre nécessaire justement pour passer à cette étape de télé-imagerie médicale et tout ça? D'abord, dans un premier temps, si on doit parler de main-d'œuvre, je vous ai donné un exemple tout à l'heure de la plateforme qui s'utilise. Donc, ça veut dire que les jeunes qui sont là ont envie. Et suivent de près tendance. La tendance, parce que ça s'impose à nous. Ça s'impose à nous, on est obligé de faire le pas. Et dans l'élément que vous avez eu à montrer aussi, le professeur Amoussou nous parlait de l'envoi la téléexpertise. La téléexpertise, de quoi il s'agit? C'est que j'ai une situation ici où nous qui sommes sur la place, on n'a pas pu... Je demande l'avis de quelqu'un d'autre. Oui. Donc, en imagerie médicale aussi, cette possibilité s'offre à nous, parce que du moment où l'image est déjà sur Internet, on peut faire recours à un autre médecin ailleurs pour pouvoir avoir... Donc, du point de vue... Monsieur Bonou. Ressources... On vous écoute, oui. Oui, du point de vue ressources humaines, je crois qu'il y a beaucoup de choses à faire. On gagne beaucoup à utiliser la télé. Oui, on gagne beaucoup à faire. On gagne beaucoup à utiliser la télémédecine. Et les jeunes, nous jeunes, nous sommes obligés de suivre la tendance. Ça, c'est un défi qui nous est lancé. Et je crois qu'on va relever le défi. Donc, un défi pour la jeune génération de radiologues, mais surtout un avantage pour les patients, puisque dorénavant, vous n'avez plus à craindre d'être trop loin, de ne pas avoir un radiologue à proximité. Voilà, on bouleverse tout ça. Aujourd'hui, peu importe votre situation géographique, vous avez droit à des soins de qualité. C'en est terminé pour Nature et Bien-être qui cède place au monde agricole. Le monde agricole ce soir s'intéresse à la filière agronomique, mais avant, je vous invite à suivre ce reportage d'Estelle Pazou qui nous présente un peu les curricula de formation disponibles ici au Bénin en agronomie. Le rêve, un jour, c'est d'arriver à faire pousser ses légumes et ses fruits sans engrais chimiques et sans aucun procédé qui nuise à la terre et surtout à la santé de l'homme. Mais en amont, il y a un facteur essentiel. Les formations dans les lycées et facultés agricoles. On fait des cours concernant la production végétale, la production animale, la nutrition, la transformation alimentaire, l'aménagement hydro-agricole aussi. L'entomologie, ça étudie les insectes, la production végétale, la production animale, la botanique. Autant de cours qui constituent les curricula de formation. Et aujourd'hui, à la faculté des sciences agronomiques de l'université d'Abomey-Calavi, ces curricula sont élaborés pour répondre à un besoin spécifique. La formation donnée à la FSA, je dirais, est en adéquation avec nos réalités agricoles, d'autant plus que l'élaboration de nos curricula, ça a été fondé sur les besoins du terrain. Et ces curricula qui ont été élaborés, on les révise périodiquement. Pour ainsi dire que les cours dans les facultés et lycées agricoles subissent des mises à jour. L'agroécologie,
L'agriculture biologique, la production d'engrais naturels, ces concepts indissociables de l'agriculture contemporaine y ont une place de choix. Et que dire alors de la pratique? À la FSA, la formation n'est pas assez uniquement sur la théorie. Il y a une bonne partie de pratique qui se réalise. En dehors de ça, la FSA organise à ses étudiants des stages de découverte du milieu réel. Et au cours de ces stages, ces étudiants sont placés auprès des producteurs agricoles. Et ce qui leur permet de voir un peu ce qui se passe sur le terrain et pour s'imprégner des réalités sur le plan agricole de notre pays. Visiblement, ces stages pratiques ne répondent pas à suffisance aux besoins des étudiants. Il faut reconnaître que le temps accordé aux pratiques ne sont pas si importants. Nous voulons plus de pratiques. Parce que quand tu es sur le terrain, on fait près de 6 mois de cours théorie et c'est seulement 1 mois de stage on fait. Bien vrai, il y a des stages internes, mais ça ne permet pas de faire ce qu'on a appris en salle. Un point essentiel à prendre en compte pour la marche vers une agriculture durable. Voilà, merci à vous Estelle Pazouin pour cette présentation, voilà, très pratique des curricula de formation qui existent. Nous recevons sur ce plateau le vice-recteur de l'Université nationale d'agriculture, professeur Pascal Rouyandan. Bonsoir. Merci Madame Agnette Bello. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau avec vous. On parle de l'agronomie, on parle de la filière dans toutes ses dimensions, mais avant, c'est quoi l'agronomie véritablement? Et merci Madame pour m'avoir donné cette occasion donc d'aborder une thématique qui est de très grande importance. Oui. Alors l'agronomie c'est quoi? Ce n'est que l'ensemble des sciences naturelles. La caméra est juste là, vous la regardez, vous parlez aux téléspectateurs. Ce n'est que l'ensemble donc des sciences naturelles, oui, et exactes, des sciences exactes, des sciences naturelles, des sciences biologiques et aussi donc des sciences économiques et sociales et de toutes les techniques auxquelles il est fait recours, appellent donc dans la pratique et la compréhension donc de l'agriculture. Alors, donc c'est un peu comme ça. On y met également les sciences vétérinaires. On y met également les sciences vétérinaires, mais ce qu'on n'arrive pas toujours à mesurer, ce sont les enjeux justement liés à cette filière. Quels sont les enjeux? Alors, il y a beaucoup d'enjeux. Donc, on peut dire que le développement de l'agriculture, c'est une activité économique et sociale. Et sans l'agriculture, on ne peut rien avoir. Alors, et ce n'est pas non plus seulement donc, le développement donc, agricole a un fort donc, accent et sur le métier donc, de l'agronome. Donc, ce n'est pas quelque chose qui peut se faire, donc on se lève et on dit, bon, nous allons faire, et l'agriculture, ce n'est pas ça. C'est aussi un métier qui s'apprend. Un métier qui s'apprend véritablement. Et pourtant, pour beaucoup aujourd'hui, l'agriculture, c'est comme un pis-aller. Ce n'est que la chose des paysans. Est-ce que vous êtes d'accord pour cette façon de voir, de percevoir l'agriculture? Je peux vous dire, madame, c'est faux. C'est faux, simplement parce que c'est une problématique qui est de très grande importance. Ce qui a même amené le gouvernement du Bénin à créer par décret numéro 2016-638 du 13 octobre 2016 une université thématique dans le domaine pour s'occuper donc des questions agronomiques. Et cette université, je peux dire que c'est la première université de l'Afrique francophone qui travaille donc sur cette thématique. Mais cette université a été créée à côté donc des facultés des sciences agronomiques qui existaient déjà à l'université d'Abomey-Calavi et la faculté d'agriculture qui existe déjà donc à la faculté à l'université de Parakou dans le nord du Bénin. D'accord. Mais déjà revenons pour beaucoup sur le campus. On appelait les agronomes les villageois du campus. Est-ce que pour vous, c'est un peu rétrograde que de choisir d'aller vers l'agronomie? Bon, moi je voulais vous dire simplement que ce n'est pas rétrograde. C'est clair que vous n'avez pas allé à d'un villageois sur ce plateau. Non, quand vous allez, c'est la compréhension empirique, mais elle n'est pas ça. Puisque tout à l'heure, je vais vous dire les différents domaines d'implication donc du métier de l'agronome. D'accord. Comme on l'a dit, sciences naturelles,
sciences économiques, sciences sociales et tous ces domaines. Ça veut dire que l'agronome, je peux dire que sur le campus, disons que le métier, donc la formation en agronomie, c'est la formation la plus diversifiée qu'on ne puisse avoir donc, dans d'autres départements. Donc chacun peut choisir de se spécifier dans un domaine précis de l'agronomie. Chacun choisit de se spécialiser dans un domaine précis qui va donc du développement des cultures jusqu'au social. Est-ce que vous pouvez comprendre que les agronomes sont encore les meilleurs économistes? Ils travaillent aussi dans les banques. Si vous le dites, c'est sûr, hein, pour définir peut-être les politiques agricoles, les grandes politiques hein, dans le monde, on est d'accord avec ça. Mais pendant longtemps, on a reproché à l'université d'Abomey-Calavi, qui est quand même la première université à s'être intéressée à la filière agronomique, de n'avoir formé que des bureaucrates. Et pourtant, on veut voir les agronomes sur le terrain. Est-ce que pour vous, c'est un reproche fondé? Bon, je crois que cette question a été bien comprise par les autorités politiques, puisque avec la mise en place, par exemple, de l'Université nationale d'agriculture, l'université thématique, il a été question donc, de créer donc, des écoles qui sont spécialisées sur plusieurs campus. Donc, on a le campus de Kétou, qui a Kétou Central, il y a le campus d'Hawaï, qui est toujours dans Kétou, il y a le campus donc, de Takutoku, Haïdi, avec des écoles spécialisées pour lesquelles nous formons donc des techniciens agricoles, selon donc les domaines, en licence professionnelle. En matière de licence professionnelle, on a des étudiants qui sont formés, qui sont pré-spécialisés. Et dans cette pré-spécialisation, on a beaucoup de corps de métier qui sont offerts. Donc, des gens peuvent travailler pour le secteur du développement agricole, mais ils peuvent travailler également pour l'installation de leur propre entreprise. Ils peuvent aussi donc intervenir donc, dans les bureaux d'études. Ils peuvent intervenir aussi dans les banques, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et ils peuvent intervenir donc, dans beaucoup de secteurs économiques dans le pays. Donc, ce n'est pas seulement des gens qui sont formés. Maintenant, ils développent également des technologies qui permettent d'améliorer donc, la productivité des producteurs agricoles. D'accord. Heureusement qu'on y est et que c'est déjà de ça que je voulais parler. Hein. Est-ce que les formations sont ancrées dans nos réalités, les problèmes que rencontrent la plupart du temps nos paysans, nos agriculteurs? Est-ce que vous tenez compte de tout cela dans les curricula de formation que vous élaborez pour ces apprenants-là? Avant même de mettre en place un curricula, il y a ce qu'on appelle l'étude de marché. On ne peut pas mettre une formation en agronomie en place quand on n'a pas étudié le besoin du terrain. Le besoin du terrain a été fait et puis ça, on le renouvelle de temps en temps pour corriger donc, les curricula. C'est ce qui explique le réaménagement des curricula. Et ce n'est pas seulement les cours présentiels. En dehors des cours présentiels, il y a la pratique. Il y a justement, beaucoup de les stages. étudiants réclament un peu plus de pratique. Pour eux, ce n'est pas assez pratique à leur goût. Vous leur répondez quoi? Nous essayons de faire ce que nous pouvons parce que, sans vous mentir, la pratique demande assez de ressources. Assez de moyens financiers ou de ressources matérielles? Non, ressources matérielles parce qu'il faut des moyens pour se déplacer sur le terrain. Et également donc, des ressources financières pour l'encadrement des étudiants et la mise en place donc, des étudiants. Sinon, un effort quand même significatif est fait pour corriger cette situation. Mais tant qu'il reste à faire, c'est que rien n'a été fait et on va toujours donc travailler à améliorer. Alors, à un moment donné de son histoire au Bénin, la plupart du temps, ceux qui vont vers la filière agronomique, c'était beaucoup plus les hommes. Mais aujourd'hui, on se rend compte que beaucoup de femmes s'intéressent à cela. Est-ce que pour vous, c'est une filière qui se féminise en quelque sorte? Bon, moi, je crois qu'il n'y a pas de filière aujourd'hui ou de spécialité que la femme ne peut pas faire. Quand nous allons dans les milieux paysans, les milieux c'est encore ruraux, les femmes. C'est encore les femmes. Alors, pourquoi on va donc classer les femmes donc, dans une portion pour dire qu'ils ne sont pas intéressés? Non. Les femmes peuvent tout faire et les femmes sont aujourd'hui donc les meilleures actrices donc, du développement du secteur agricole. On en a vu qui se sont fortement spécialisées dans des filières et pour lesquelles vraiment on leur tire beaucoup de chapeau à travers donc, la qualité du travail qu'ils font. On en trouve également dans nos écoles de formation qui sont hautement spécialisées et qui, à l'Université nationale d'agriculture, par exemple, il y a eu donc, dans les années passées un concours qui a été réalisé et c'était des femmes, des jeunes demoiselles
qui ont gagné donc, ces concours et qui ont voyagé. Donc vous encouragez fortement les femmes à aller vers cette filière. Les femmes, je crois qu'il y a différentes filières dans lesquelles les femmes peuvent se positionner et se sentir à l'aise et faire du travail excellent. D'accord. Ok. L'autre problème aussi ici, qu'on évoque souvent quand on parle de l'agriculture, c'est la mécanisation agricole. On se rend compte que l'Université nationale d'agriculture a pris cela en compte aussi, puisque vous formez, je crois bien, des étudiants pour cela. Oui, nous avons une école de génie rural qui s'intéresse donc à la mécanisation agricole et à la professionnalisation également sur ces terrains. Et je peux dire que le sujet est d'une très grande importance parce que du 8 au 12 dernier, j'étais à la tête d'une équipe où nous sommes allés voir l'expérience française dans la région de Bordeaux sur l'utilisation des engins agricoles, sur la formation des gens en mécanisation et en conduite en mécanisation et en conduite des engins agricoles. Actuellement, on a fait un point de vue. Cette visite a été également l'objet de rencontrer le ministre de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur, secondaire, technique et formation professionnelle, qui était avec un conseiller technique. Et nous sommes en train de réfléchir maintenant à la mise en place de cette formation dans les 10 écoles agricoles du Bénin. Merci, en professeur. Dehors des universités, il y a également des écoles professionnels en agriculture qui existent sont sur le au terrain. Niveau des lycées aussi. On a des lycées aussi au Bénin qui s'intéressent à l'agriculture. Voilà. C'était un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Professeur Pascal Rouyandan, nous rappelons que vous êtes le vice-recteur de l'Université nationale d'agriculture. On aura peut-être l'occasion de vous réavoir sur ce plateau, toujours pour parler de l'agronomie. Et on vous dit merci, bon retour chez vous. Merci aussi, madame. Et je crois que les différentes spécialités que nous avons, nous aurons donc des plats de plateau de la télévision pour venir présenter et chaque chose avec des différents domaines dans lesquels nous intervenons. Donc voilà. D'accord. Merci beaucoup, professeur. On vous laisse et on passe à présent à un autre plateau. Voilà, l'expert. Gestion efficace des humeurs, comment booster son énergie physique et mentale. On en parle avec notre coach motivateur maison, Marcel Lefon. Bonsoir. Bonsoir Agnès. C'est un plaisir de vous retrouver encore sur ce plateau avec vous. On parle encore de l'humeur, mais véritablement, pourquoi est-ce qu'on a toujours du mal à gérer ces humeurs? Alors merci Agnès, merci aux téléspectateurs qui ne cessent de nous réconforter dans ce travail. La question des humeurs. Je vous sens en très bonne humeur. Et ça m'impacte positivement. Et c'est d'ailleurs ça le problème. Nous vivons dans un environnement où chacun individuellement a une vie, chacun individuellement a sa vision des choses, chacun individuellement vit une réalité qu'on n'est pas obligé d'exposer, de partager. Alors, parfois, la meilleure manière pour les uns et les autres de se mettre à l'aise, de se confier, même s'ils ne parlent pas. Chez nous, on dit la confidence noie la douleur, comme l'a dit Mariam Abba. Donc, pour résoudre ce problème, alors de se confier ou de faire savoir que ça ne va pas, des gens pensent que la meilleure manière pour eux, c'est de saper le moral des autres en ayant une mauvaise humeur. Ça, par contre, c'est pas gentil du tout et on n'est pas productif. On n'est pas productif, c'est malheureusement le problème. Les gens viennent sur les lieux du travail avec leurs humeurs, mais ils ne comprennent pas qu'il y a un minimum de conditions qui doivent être remplies pour que la synergie de l'équipe puisse se mettre en branle. Ils viennent avec leurs problèmes, malheureusement, n'arrivent pas à s'exprimer. Et quelqu'un vient, il rentre dans son bureau, il croise les bras, ça veut dire quelque chose. OK? Il a l'habitude, par exemple, de recevoir un certain nombre de collègues en face à face, dans son fauteuil, lorsqu'il est patron. Mais aujourd'hui, il décide de se mettre derrière le bureau. Alors, le collègue ou le collaborateur qui rentre, qui a l'habitude d'être reçu dans le fauteuil, tout de suite, on te met derrière le bureau, ça veut dire quelque chose. Le message est différent. Le message est différent. Mais ce qui est difficile et compliqué, c'est qu'on tente de passer une journée productive, mais à la fin de la journée, on a créé plus de problèmes qu'on a décidé de résoudre. Donc, du coup, le problème des humeurs est apparemment simple, mais ça va plus loin. D'accord. Plus loin. Oui, plus loin, d'autant plus que lorsque vous voulez parler à quelqu'un, c'est la personne qui vous autorise d'abord à lui parler. OK?
Vous pouvez très bien venir sur de bonnes humeurs et avec un bon air, de bonnes intentions, mais quand vous venez et que le monsieur fait comme ça, oui, je vous écoute. Ça vous coupe tout de suite, hein, votre élan? Oui, ça vous coupe votre élan. À moins qu'il soit monsieur Marcel Effon et qu'il sait très bien fabriquer mentalement avant de venir et qu'il dise oui, quel que soit ce qu'il dira ou ce qu'il fera aujourd'hui, alors je ferai passer mon message. Je dois m'exprimer. Je dois m'exprimer. Alors, combien sommes-nous capables alors de faire tout ce travail avant de pouvoir se mettre en contact avec nos collègues dans le travail? Ce qui fait que, alors, celui qui est, oui, je vais dire le chef, le responsable, l'humeur de l'équipe. Payer son humeur à tout le reste monde. de l'équipe. Donc son humeur dépend, ou bien l'humeur de son équipe dépend de son humeur. On dit quand il est content, tout le monde est content, aujourd'hui tout va bien, mais quand il n'est pas content, allez, tout le monde est sur C24 et puis on fait attention à tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit. Alors est-ce que ça favorise effectivement l'éclosion et le travail de la synergie en équipe? Je crois que c'est non. Donc la question de l'humeur, de la mauvaise humeur au travail est très capitale. Ça peut se répercuter sur le rendement justement de cette Mais c'est ce que nous voulons dire. Il est arrivé plusieurs fois où j'ai constaté que des entreprises n'ont pas bougé pendant une semaine. Parce que le chef a décidé alors d'être fâché et de rester fâché pendant toute la semaine. C'est pas possible. Ah oui? C'est-à-dire le patron est fâché le lundi et il refuse de se parler ou de communiquer avec les autres. Il a une mauvaise humeur. Jusqu'au vendredi, on est resté bloqué. Et les employés savent bien le faire. Ils font semblant de travailler devant vous, tout le monde est sur son ordinateur, mais rien ne bouge. Vous tournez, oui, on n'a rien fait. Vous tournez, vous criez, il dit oui, monsieur, mais après, on vous trouve des justices pourquoi on n'a pas fait et pourquoi c'est en retard. Et vous êtes là, vous ne voulez pas communiquer, le problème c'est quoi? Alors, on peut avoir tous les problèmes dans une entreprise, mais les problèmes d'humeur devraient pouvoir être vidés. Et tout de suite, la première solution que moi je donne à ceux qui vivent des situations d'humeur, c'est des frustrations, qui créent des situations d'humeur d'abord. Des frustrations peut-être à la maison, quelqu'un ou quelqu'une est frustré dans sa relation personnelle avec son partenaire, avec les enfants, avec la famille, avec son environnement, avec le boutiquier du quartier. Alors, le boutiquier du quartier et qui refuse de donner par exemple la monnaie alors qu'il en a. Alors, on s'échauffe le matin et on vient au boulot avec. On vient tout déverser. On vient tout déverser. Donc, lorsque ça vient de la maison, c'est encore compréhensible. Mais quand ça vient du boulot, le manager, le responsable, ou n'importe qui a envie de prendre la position du lead, je dis dans des entreprises, tout le monde peut prendre la position du lead. Il y a des entreprises dans lesquelles c'est le gardien qui est à l'entrée. Chez lui, tout le monde vient se confier parce qu'il a une attitude de leader. Il a une attitude. Il est rassembleur. Il est rassembleur, mais il a une qualité d'écoute qui fait que les gens lui font confiance. Il voit le patron, il dépasse et ils viennent voir le collègue qui est à l'entrée, qui s'occupe de la sécurité du métier. Est-ce que je peux parler avec vous? Il se confie. Alors, il devrait pouvoir avoir des multiples managers ou leaders au sein des entreprises qui devraient pouvoir désamorcer la bombe de la mauvaise humeur. Il ne faudrait pas que le chef soit le seul à tout concentrer à son niveau. A priori, il peut arriver très facilement que le chef lui-même soit le problème. Ah d'accord. Et quand c'est lui le problème, comment il fait pour désamorcer? Voilà, quand le chef devient le problème, et il faut qu'il y ait un élément pion dans l'équipe qui dise « mais tiens, ça ne va pas ». Et qui décide maintenant d'être celui qui écoute. Je dis simplement écouter. Mais qui va vers le chef pour lui dire « Chef, à ce moment, on a l'impression que votre humeur rejaillit sur le rendement de l'entreprise ». Qui peut prendre la responsabilité d'aller le voir et de lui dire? Malheureusement, s'il est le top manager, s'il est le chef numéro 1, il n'y a personne. Mais sauf qu'il y a des gens qui savent désamorcer ce type de bombe. C'est eux, j'appelle, c'est eux, nous on appelle dans le langage professionnel des leaders sans titre. C'est-à-dire, ils n'ont pas de position, ils n'ont pas de titre. Mais eux, ils savent prendre une position qui fait que les gens ont du respect pour eux. Les gens les écoutent. Lorsqu'ils sont malades, les gens tombent malades. Lorsqu'ils ne sont pas contents, les gens ne sont pas contents. Eux, ils savent jouer positivement pour amener l'atmosphère. C'est des atouts pour une entreprise. Il faudrait déjà les détecter. Ça ne se cherche pas. Lorsque vous êtes un leader sans titre dans une entreprise, quand on rentre tout de suite, on vous voit parce que c'est une question d'attitude, de valeur, de comportement. Donc ça ne se cache pas. J'ai rencontré des policiers dans la circulation qui sont plus managers, plus leaders que les grands leaders que nous connaissons parce que juste pour te demander ta pièce, il te salue avec un respect, il fait toutes les civilités et il te montre juste qu'il a pour rôle de te contrôler. Et quand il finit de te contrôler, avec beaucoup de respect, alors il dit ce qu'il doit dire et tu n'as pas le choix que de le respecter. Il te conditionne pour que tu puisses le respecter. On en a partout. On les appelle des leaders sans titre. Alors dans une entreprise, lorsque la morale est sapée, lorsque le moral du moins s'est sapé, lorsqu'il y a des problèmes d'humeur, il y a deux cas. Soit le manager réussit à résoudre le problème, mais
en ne cumulant pas des frustrations. Lorsque vous êtes manager, vous êtes un être humain. Lorsque vous êtes un responsable, vous êtes chef, vous êtes un être humain. Vous ne pouvez pas ne pas avoir des humeurs, vous ne pouvez pas ne pas avoir des problèmes émotionnels. Mais il ne faut pas que ça dure. Mais justement, quand on a ces problèmes d'humeur, est-ce que le plus important, c'est de s'en départir, c'est-à-dire de l'oublier dès que vous entrez dans votre entreprise, ou comment vous faites pour pouvoir gérer? Il faut commencer à le reconnaître. Okay? La première étape, c'est de le reconnaître. Ah, aujourd'hui, je ne me porte pas bien. Moi, ma meilleure manière, c'est de commencer à rire avec mes collègues et leur dire, mais sincèrement, mes gars, si je dois être mécontent, je serais en train de pleurer. Aujourd'hui, ça ne va pas, mais je fais l'effort de me porter bien. Je joue le Dieu. Oui, non, tu n'es pas obligé de jouer le Dieu, justement. Mais tu as besoin de dire aux autres tes moments de vérité, parce que nous avons tous des moments de vérité. Alors, il faut le partager déjà, il faut le savoir. Et après, il faut le partager. OK? À la limite, il faut communiquer avec tes collaborateurs, à tes gars, mais tiens, je suis en difficulté. Il y a des gens qui sont tes confidents dans l'équipe. Rien qu'en te posant des questions, rien qu'en parlant avec toi, tu te retrouves dans un bureau d'un collègue, d'un collaborateur, vous vous fermez, tu lui dis, mais Joe, je suis en difficulté. On en a partout. Tu n'es même pas obligé de parler de la difficulté. Oui, tu n'es même pas obligé. Oui, rien que le dire, voilà, ça permet à l'autre de commencer à faire ou de t'offrir beaucoup de sourires, de te dire juste, mais écoute mon gars, ça va aller, ça arrive à tout le monde. OK? Maintenant, quand vous êtes le super-homme et que vous n'avez pas les outils pour pouvoir gérer de cette situation, alors vous conduisez tout le monde droit dans le mur. Mais justement, il faut peut-être avoir de l'humilité pour reconnaître devant ses collaborateurs qu'on ne va pas bien. Il y a des outils qui sont basiques. Aujourd'hui, on parle des compléments minutes, on parle des repliments de minutes. Quand ça ne va pas, écoutez, madame, je peux avoir une séance d'1 minute avec vous, de 2. Madame rentre dans votre bureau. Bon, il s'est passé telle situation hier soir pendant que vous rentrez. Sincèrement, je suis revenu au bureau ce matin avec tous les climatiseurs qui sont allumés dans notre entreprise. Quand j'ai essayé de faire une petite simulation, j'ai imaginé que ça nous a coûté pas moins de 34 000 francs d'hier à aujourd'hui. Pensez-vous que nous devons continuer à laisser les climatiseurs de cette manière? Alors, plutôt que de cumuler cette frustration, cette méthode commence à amener votre interlocuteur qui a créé le problème de prendre conscience que ce n'est pas bon. Mais quand vous commencez à l'insulter, lorsque vous n'avez pas de climatiseur à la maison, c'est normal que vous laissez les climatiseurs du bureau dormir chez vous tranquillement. Alors vous touchez la personne de l'individu, vous touchez son ego, personne n'accepte qu'on touche son ego pour des questions de faiblesse. OK? Alors il est recroquevillé et quand bien même, il vous a créé des problèmes, des dommages financiers pour l'entreprise, mais il n'est pas à même de le reconnaître. Alors, les reprimandes minutes l'amènent à prendre conscience de ce qu'il y a une situation qui crée un problème sur le développement ou sur les finances de l'entreprise. Premier pas. Et à la fin, il faut le faire, alors prendre des décisions pour qu'il puisse lui-même s'engager à faire ce qu'il faut faire pour que ça ne se répète pas. Les adultes n'aiment pas qu'on les fasse changer. Les adultes veulent changer d'eux-mêmes. Ils veulent faire d'eux-mêmes, ils veulent montrer qu'ils ont de la volonté. Donc quand vous le conduisez à prendre conscience de la situation qui n'est pas bonne ou qui a créé un préjudice à l'entreprise, première étape. Deuxième étape, à l'amener lui-même à prendre des engagements pour que cela ne continue pas. À la fin, vous n'avez juste qu'à lui tapoter sur le dos en disant « mais je te fais confiance que ça ne va pas se répéter ». Il comprend et on passe à il autre comprend. chose. Le problème d'humeur est réglé par une communication constructive. Par contre, lorsque c'est des compliments minutes, il faut le faire aussi pour montrer à la personne que vous n'avez rien à foutre de sa personne, mais que vous avez affaire à ces attitudes, à ces comportements qui créent des résultats ou qui induisent des résultats positifs ou négatifs. Et dans ce cas, il faut lui montrer qu'il a fait quelque chose de bien et montrer en quoi ce qu'il a fait de bien contribue au développement de l'entreprise ou de l'environnement. Et il prend conscience et il continue de le faire et il voit que tant que tu fais bien, tu es en harmonie avec le chef. Quand tu ne fais pas bien, il n'a rien à foutre de ta personne, il pourra te féliciter aussi quand il faut. Merci à vous, Marcel Effon. Avec vous, on a compris que ça ne sert à rien de faire payer son humeur aux autres, c'est-à-dire à ses collaborateurs directs. Il vaut mieux gérer vos problèmes d'humeur, trouver la formule pour en parler. C'est ce que recommande le coach motivateur Marcel Effon dans l'Espère ce soir. L'heure du journal est sacrée. Amandine Agnambossou est déjà là. On va donc à la rédaction et on se retrouve tout juste après.
messieurs, bonsoir. Les titres du journal. La police et les journalistes se donnent la main pour une efficacité dans les actions. Les deux parties ont été sensibilisées sur le concept de la police communautaire. Très facile aujourd'hui de gérer son quotidien juste avec un téléphone portable. Toutes sortes d'applications sont disponibles pour faciliter la vie des populations, mais la conception n'est pas souvent facile. On les retrouve très souvent dans les manifestations, les photographes débarqueurs prêts à vous filmer. Sans votre accord, le droit à l'image n'est souvent pas respecté. Plus de détails dans cette édition. Atelier de sensibilisation des journalistes sur le concept de la police communautaire. C'est une initiative de la Direction générale de la police républicaine appuyée par la Fondation Hans Seidel pour asseoir une nouvelle collaboration avec les populations dans un partenariat avec les journalistes. Clotaire Awekou et Francis Faton y étaient pour plus de détails. Comment faire des populations des acteurs majeurs dans la mise en œuvre des mesures sécuritaires? C'est la problématique qui fonde ce club de partenariat entre les hommes des médias et les policiers pour une police communautaire. Il s'agit de partager avec les journalistes les tenants et aboutissants d'une police proche des populations. Un travail d'acceptation de la stratégie globale de sécurité par les populations avec comme acteurs égaux, confidents, interface, les journalistes. Anciennement, on reconnaît aux policiers la force, en faire de tous les citoyens, de chaque segment de la communauté, partenaires de la police républicaine, partenaires de la production de la sécurité. C'est juste ça. Comment être plus proche de la population? Les journalistes, comme les policiers, sont au service de l'intérêt général, de l'intérêt public. Alors donc, la différence entre nous, c'est que les uns sont en uniforme, les autres sont dans les tenues, dans les vêtements ordinaires. C'est ça la différence. La différence aussi, c'est l'approche. Nous sommes investis de par la loi, de par notre formation, à produire la sécurité. Mais vous, c'est un rôle citoyen que de s'engager aux côtés de la police pour produire la sécurité, pour assurer la sécurité des biens des personnes. Le policier, par essence, est tenu à l'obligation du secret professionnel, alors que le journaliste a l'obligation d'informer la population sur la situation qui se pose dans son pays. Voilà un peu la nuance. Et très généralement, sous le couvert, sinon par respect de ce principe de respect de la déontologie et du secret professionnel, certains professionnels des médias ne comprennent pas que le policier ne puisse pas aller plus loin dans certains propos qu'il l'aurait souhaité, parce que le journaliste veut savoir tout, veut comprendre tout pour pouvoir expliquer à la population qu'est-ce qui sous-tend une action donnée. Ce concept de police communautaire cherche à asseoir une nouvelle collaboration entre les populations et les policiers pour une police davantage au service des citoyens et les journalistes principaux partenaires pris comme contrôleurs citoyens des activités de la police. Commander de la nourriture ou apprendre une langue étrangère n'ont jamais été aussi faciles. Des milliers d'applications mobiles existent aujourd'hui pour nous faciliter la vie. Mais comment une application est-elle créée? Quelles sont les difficultés rencontrées par les promoteurs? Alao Adjessa a créé une application juridique dénommée Liliane et nous parle de son expérience au micro de Charlotte Bouvier et Louis Koudogbo. Nous avons d'abord voulu créer une application qui permette aux gens d'être plus proches du droit, de facilement avoir accès à l'information juridique. Pourquoi une application intelligente et pas un autre support numérique? Parce que l'application que nous faisons, elle est la seule en son genre. Elle est une application intelligente et conversationnelle. Tu poses ta question à l'application, elle te répond. Nous avons eu besoin d'un développeur à cause de la thématique de l'application. Nous avons eu besoin de juristes. Ensuite, nous avons eu besoin d'un designer qui nous a conçu le logo, d'un marketeur pour travailler, brainstormer sur le modèle économique de l'application. Nous avons financé ce projet sur fonds propres. Faut dire qu'au départ, c'était modeste. Nous nous sommes
concentré sur ce que nous avions. Aujourd'hui, l'application elle est protégée autant à la Bibliothèque nationale qu'au niveau du droit d'auteur. Nous avons également fait une déclaration auprès de l'autorité de protection des données personnelles parce que nous allons recueillir des données. Il y a beaucoup de normes internationales qui sont déjà insérées dans les diverses politiques des marchés d'application que sont App Store et Play Store. Donc on se conforme à ces normes-là et puis on se conforme aux normes de protection de droits intellectuels, de droits de propriété intellectuelle qui vont s'appliquer à votre domaine d'activité et à votre application. Intéressons-nous maintenant au phénomène des photographes débarqueurs. Ils sont nombreux. Aujourd'hui, ces personnes qu'on rencontre sur diverses manifestations et qui s'érigent en photographes ou opérateurs de prise de vue, une situation qui pose de sérieux problèmes liés au droit à l'image. Arnaud Adadja. Faire une photo à quelqu'un requiert, n'est-ce pas, le respect du droit à l'image de la personne. Le praticien du droit et le professionnel de l'image parlent du droit à l'image et du droit de l'image. L'article 50 du Code de l'information et de la communication en vigueur au Bénin, dans l'un des 16 alinéas, dispose que toute personne dont l'image est exploitée sans son autorisation est fondée à réclamer des dommages et intérêts par le seul fait de la reproduction et de l'utilisation de cette image-là. C'est dire que lorsque nous n'avons pas l'autorisation expresse, n'est-ce pas, d'un individu, il faut faire beaucoup attention quant à la diffusion de ces images. Le droit à l'image, c'est le droit pour tout un chacun de nous opposer ou bien d'autoriser que l'on fixe notre image et qu'on l'utilise. Le droit de l'image, c'est par rapport à l'intellect. Je suis un photographe. Je fais une photographie. Quand quelqu'un doit utiliser cette photographie, la personne doit d'abord me demander la permission. Ça, c'est le droit de l'image. On assiste aujourd'hui à un phénomène nouveau au Bénin sur les lieux de manifestation. Avant, il y avait des studios et quand tu es dans le besoin de faire une photo, tu viens au studio, on te fait des photos. Peut-être tu viens chercher ça le soir ou le lendemain. Mais aujourd'hui, on te fait ça et en 15 ou 10 minutes, les photos sont prêtes. Donc encore, c'est une nouvelle initiative que nous avons initiée pour pouvoir se faire de l'argent. Constitués en association, le public les appelle à tort ou à raison photographes débarqueurs. Profession née du manque d'emploi, ces photographes se disent conscients du droit à l'image. Ils fonctionnent ensemble avec les photographes installés et ils ont leur manière d'éviter les tribunaux. D'autres personnes, quand tu leur fais la photo de façon express, ils sont tellement contents qu'ils ne savent même plus quelle attitude adopter. Par contre, nous avons remarqué également que beaucoup se plaignent par rapport à ces situations-là où ils ne sont pas informés avant qu'on ne leur fasse la prise de vue. Donc, suite à ça, nous nous sommes réorganisés. C'est pour cette raison que nous avons créé l'association des concepteurs de photos express. Nous avons déjà notre agrément qui a été déjà publié dans le journal officiel. Donc, l'État nous reconnaît officiellement. Maintenant, nous avons cerné le milieu. Autrement dit, un étranger ne viendra plus dans le groupe. De même, ceux qui n'ont pas eu leur diplôme auparavant et qui s'entendaient, nous nous rapprochons d'eux et nous négocions avec eux. Et nous allons vers leur patron négocier afin que ceux-là puissent avoir le diplôme pour que nous puissions évoluer de façon méthodique. N'importe qui se dit être un photographe aujourd'hui, contrairement aux habitudes d'apprentissage. De cette façon, le respect du droit à l'image ne devient-il pas une matière de réflexion? Vous imaginez les petits-enfants que l'on filme, que l'on balance sur WhatsApp. Vous savez quel mal vous faites à la famille de ces enfants-là. Ces enfants-là ne sont pas encore mûrs aujourd'hui. Peut-être ils seront grands demain. Et ils peuvent porter plainte demain. Si le cadre dans lequel vous avez utilisé leur image ne les agrée pas. Donc il faut qu'on fasse attention. On ne peut pas appuyer sur le déclencheur pour prendre n'importe qui et n'importe comment.
Du Bénin au Cameroun, l'emprunt obligataire 2018-2023 a été clôturé avec succès au bout de 2 semaines de souscription. D'un montant de 150 milliards de francs CFA, il est assorti d'un taux d'intérêt annuel de 5,6%. L'opération a même été souscrite puisque l'offre finale des différents investisseurs a franchi la barre de 200 milliards de francs CFA. Ce 5e emprunt obligataire du Cameroun, lancé sur le Douala Stock Exchange, la bourse des valeurs mobilières du pays. Pour rappel, cet appel public à l'épargne va permettre de financer une quarantaine de projets d'infrastructures en cours dans le pays et principalement ceux liés à l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de football que le Cameroun accueille entre juin et juillet 2019. Le gouvernement zimbabwéen a lancé un appel d'offres pour la cessation des parts de l'État dans la compagnie aérienne nationale. L'opération s'inscrit dans le cadre du programme de privatisation des entreprises déficitaires du Zimbabwe. Air Zimbabwe, qui doit plus des centaines de millions de dollars à ses créanciers étrangers et nationaux, a été mise sous administration provisoire en octobre dernier. Air Zimbabwe fait partie de plusieurs dizaines d'entreprises publiques en difficulté qui devraient être partiellement ou totalement privatisées au cours des 9 prochains mois. La compagnie dispose de 6 avions dont 3 sont cloués au sol faute de maintenance. Et ce sera tout pour ce journal. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de nos programmes. Merci à vous, Amandine Agnambossou, pour ce journal. Le 19h45, le grand rendez-vous, quant à lui, se poursuit. Le dernier plateau à présent s'installe. Autant savoir. Autant savoir revient sur ce que représente la qualité des services pour une entreprise. Mais avant, suivons ce reportage de Fulgencia Routondi à ce propos. L'accueil, ce n'est pas ça. On te laisse, il y a des gens qui manipulent même le portable, ils te laissent, ces gens, ils t'ignorent quoi. C'est comme si tu n'existes pas. Des consommateurs de plus en plus exigeants. Voilà la réalité à prendre en compte aujourd'hui par les entreprises dans la fourniture des biens et services. La qualité des services devient alors un défi à relever à tout prix. Elle est désignée comme la capacité du fournisseur à répondre aux besoins et aux exigences du client. Quand elle arrive à faire défaut, la réaction du client est loin d'être tendre. Tu peux donner 500 maintenant en vouloir acheter quelque chose de 200, on te dit qu'il n'y a pas monnaie. Donc tu es obligé d'aller chercher toi-même. Ou soit tu abandonnes ce que tu veux acheter sur place. Des fois tu rentres dans une boutique et comment on appelle, les gens te regardent comme ça. Tu vas même crier des fois avant qu'on ne dise qu'il y a un client qui est là. La qualité d'un produit est un atout, mais elle ne suffit plus pour satisfaire le consommateur. Il faut l'accompagner d'une bonne qualité des services pour s'attirer la clientèle. Grâce à certaines normes, les entreprises peuvent tendre vers une nette amélioration de la qualité des services. Aujourd'hui, on peut compter jusqu'à 1,2 million entreprises certifiées sur la norme ISO 9001 dans le monde. À part cette norme-là, qui est orientée management, certification client, et que nous avons aussi une norme béninoise de la qualité de l'accueil, que j'appelle Kawero. C'est une norme qui a été mise en place par l'Agence nationale de la normalisation et le contrôle de la qualité, qui est une norme qui est en train d'être connue petit à petit. Ce n'est pas encore très connu, mais petit à petit, les entreprises sont en train de s'approprier de cette norme-là, qu'on appelle Kawero, qui est Made in Benin. Dans un contexte où l'offre dépasse la demande, améliorer la qualité des prestations des services constitue un défi majeur pour les entreprises. Si une entreprise veut améliorer la qualité des services dans son entreprise, la décision lui revient. Il faudrait qu'il prenne la décision, la ferme décision de mettre en place un système de moyenne de la qualité, la démarche qualité au sein de son entreprise. Deuxième chose, c'est de former le personnel. Parce qu'il ne sert à rien d'avoir un personnel qui n'est pas informé aux notions minimales de la qualité. Selon les spécialistes, pour appréhender le degré de satisfaction du client, une entreprise doit avoir une boîte de suggestions ou un numéro client. C'est une arme de conquête de la confiance du consommateur.
Voilà, merci à vous, Fulgencia Routondi, pour ce reportage qui nous parle un peu plus de l'importance de la qualité des services pour une entreprise. Nous recevons pour vous sur ce plateau, mesdames et messieurs, Massim Toklo. Bonsoir, monsieur Toklo. Bonsoir. Vous êtes expert en accompagnement des PME, des petites et moyennes entreprises, donc. Oui, exactement. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Déjà, ma première question, c'est de savoir, pour vous, en tant qu'expert, justement, quelle est la place qu'occupe la qualité des services pour le développement d'une entreprise? Ok, merci. La qualité des services justifie l'existence de l'entreprise. Autrement dit, la qualité des services vient au premier plan dans, disons, les priorités d'une entreprise. Une entreprise qui n'offre pas des services de qualité est appelée à fermer ses portes. Une entreprise qui ne place pas la question de la qualité au premier plan est une entreprise qui a forcément des difficultés. Et donc, on dit très souvent qu'il faut vendre son produit avant même de fabriquer. Donc, autrement dit, si le service n'est pas de bonne qualité, eh bien, les questions liées à la vente vont poser d'énormes difficultés et l'entreprise va ressentir cela dans son chiffre d'affaires et donc cela peut conduire l'entreprise donc à faire faillite et donc elle va fermer tout simplement. Donc, la qualité des services est un point vraiment important. Je dirais le plus important, c'est cette qualité qui justifie l'existence de l'entreprise. D'accord. Maintenant, sur quel pilier, c'est-à-dire sur quel levier peut s'appuyer l'entreprise pour pouvoir déterminer si la qualité, si ces services sont de qualité ou pas? Oui, c'est important pour une entreprise, à des moments donnés, de s'arrêter pour faire des évaluations, pour s'assurer que tous ces différents maillons qui constituent donc l'entreprise fonctionnent comme cela se doit. Et au niveau de la qualité des services, le chef d'entreprise doit poser un diagnostic. C'est important. Le diagnostic doit être posé à deux niveaux. À l'interne, d'abord dans un premier temps, pour voir si la qualité des services est au top, est au niveau souhaité par l'entreprise. Ça, c'est un premier aspect. Le deuxième aspect, c'est interroger les clients, toutes ces personnes-là qui consomment des produits ou des services de l'entreprise, pour voir si la clientèle est satisfaite de la qualité des services qui sont offerts. C'est très important. Donc, le diagnostic stratégique va permettre d'utiliser des outils. Il y a des outils bien élaborés et il faut recruter des gens qui savent le faire. Donc, ces personnes vont permettre à l'entreprise de se mirer pour voir la réalité. La boîte de suggestion constitue également un outil. Dit dans le reportage, boîte de suggestion numéro client. C'est très important. Ça va permettre aux clients de s'exprimer, de déposer ses plaintes et de faire au besoin des propositions de recommandations en vue de permettre à l'entreprise de se remettre en cause et de pouvoir améliorer la qualité de ses services. Donc, en un mot, il y a l'aspect lié au diagnostic, mais il y a également celui-là qui consiste en la collecte permanente d'informations. Il faut aussi permettre... si vous permettez, revenons un peu au diagnostic. Est-ce que le diagnostic ne se base que sur le retour client? Non, le diagnostic va voir d'abord comment d'abord cela fonctionne au niveau par exemple de l'accueil, parce que quand on parle de la qualité des services, il y a le volet accueil, il y a le volet qualité des produits également et services que l'entreprise offre. Et on parlera donc des questions de respect des normes et autres. Donc l'entreprise a défini une démarche qualité. Ça, c'est obligatoire pour une entreprise qui veut être compétitive sur le marché et doit avoir une démarche qualité. On va d'abord regarder si cette démarche est respectée. Parce que la démarche qualité, si elle a été adoptée par l'entreprise, c'est qu'elle a été à l'avance validée par des experts qui s'y connaissent. Elle a été validée en tenant compte d'un certain nombre de normes qui sont de nos jours exigées. Vous voulez parler des normes de qualité? Des normes de qualité et autres. Justement, je crois que dans le reportage, on nous a parlé d'une norme de qualité Made in Benin, Kawiru, justement, et qui est beaucoup plus une norme d'accueil. Pourquoi est-ce qu'au Bénin, on a choisi de s'intéresser plutôt à une norme d'accueil? Est-ce parce que la plupart du temps, ce qu'on reproche à nos entreprises, c'est d'abord le problème d'accueil? Il y a un véritable problème au niveau de l'accueil dans nos entreprises. Il y a un véritable problème. Et nous constatons que, et je crois que tous
tous les Béninois savent, quand vous allez dans des entreprises, il est rare de voir des gens qui vous accueillent comme cela se doit. Parce que très souvent, le personnel de l'entreprise pense que son salaire est garanti et donc quel que soit ce qu'il fera, il aura son salaire à la fin du mois, quel que soit son rendement, quelle que soit la qualité de l'accueil qu'il offre, alors que la qualité de l'accueil est un paramètre déterminant pour la qualité des services de l'entreprise. Donc, il est vraiment important d'insister là-dessus. C'est une grande faille pour nos entreprises et beaucoup d'entreprises ferment rien qu'à cause de cela. Je vais vous donner un exemple parce que ce n'est pas seulement au niveau des grandes entreprises, mais même les micros, les petites entreprises. Oui. Lorsque j'ai l'habitude d'aller chez quelqu'un, pour un service donné, je constate que sa mine est toujours renfrognée, que la personne m'accueille mal ou m'adresse même des paroles arrogantes. Je n'ai pas intérêt à retourner chez cette personne. Je préfère aller ailleurs. Et donc, vous pouvez aller chez la concurrence, donc. C'est clair, c'est clair. Et personnellement, et je crois que chacun de nous le fait, j'ai choisi de ne plus aller vers certaines entreprises tout simplement parce que la qualité de l'accueil est très mauvaise. Donc, c'est important. Une entreprise qui veut réussir, qui veut relever les défis du XXIe siècle, est obligée d'adopter donc un process sur le plan technologique pour avoir des services de qualité et également sur le plan de l'accueil qui constitue un maillon assez important dans l'entreprise. Alors, sur quel process doit se baser justement l'entreprise pour redorer en quelque sorte son blason en ce qui concerne l'amélioration de la qualité des services? En principe, lorsqu'on pose le diagnostic, on propose des solutions. Le diagnostic va ressortir les différentes faiblesses de l'entreprise. Les maillons faibles. Les maillons faibles. Et par rapport à l'accueil, par rapport également au processus de production ou de transformation, à la démarche qualité. Et donc, ce diagnostic va permettre de ressortir les différents points et de faire des propositions de solutions. Et donc, l'entreprise doit se baser sur ces solutions-là qui sont proposées. C'est très important et on ne décide pas d'agir sur l'entreprise sans avoir posé un diagnostic réel. Je donne quelques exemples. Le diagnostic peut révéler par exemple que le personnel n'a pas les compétences pour bien accueillir. Cela peut arriver. Et donc, il y a deux décisions possibles. On peut soit changer la personne si on estime qu'une formation ne permettra pas de régler le problème à court terme, tout comme on peut décider de permuter, de faire des déplacements stratégiques au sein de l'entreprise, où on peut tout simplement décider d'aller former cette personne-là pour lui permettre de mieux jouer son rôle. Donc il y a les questions liées au renforcement de capacité des personnes, il y a des questions liées parfois à la résiliation d'un contrat pur et simple. Si la personne, vous êtes une entreprise spécialisée dans un domaine donné pour laquelle l'accueil est par exemple un paramètre très important dans la réussite de votre mission entrepreneuriale, vous pouvez être appelé à résilier un contrat si vous estimez que la personne ne veut pas se remettre en cause, échanger, adopter donc de bons comportements pour permettre à l'entreprise d'être performante et de relever les défis qui s'offrent à elle. Donc, autrement dit, on doit se baser sur les résultats du diagnostic qui vont définir un plan d'action. On parle de plan de mise à niveau très souvent pour l'entreprise. Et à travers ce plan de mise à niveau, on arrive donc à régler les problèmes qui se posent au niveau de cette entreprise-là. Et cette entreprise, quand elle met en application, ne retombe plus dans ses anciens travers? En principe, elle ne devrait plus retomber si le plan de mise à niveau est mis selon les méthodes requises et s'il y a un bon suivi. Parce qu'il ne suffit pas, par exemple, de renforcer les capacités d'une personne et aller croiser les bras pour estimer que le changement soit immédiat. Il faut faire un suivi, il faut demeurer éveillé, il faut voir est-ce que effectivement les acquis de ces formations sont mis en pratique pour permettre à l'entreprise de corriger ses failles. Donc le suivi également est très important et de façon périodique, il faut au besoin faire des évaluations. Mais ce que nous constatons en général, c'est que beaucoup de chefs d'entreprise refusent d'investir dans le renforcement des capacités de leur personnel. Ah, d'accord. C'est là le véritable problème. Peut-être qu'ils ont l'impression que ce sont des dépenses inutiles. Ce sont des dépenses assez importantes. Une entreprise qui ne réserve pas des ressources, qui, dans son budget annuel, ne prévoit pas de renforcer les capacités de son personnel, cette entreprise est appelée à fermer ses portes, tôt ou tard.
Merci à vous, Massim Tokplo. Nous rappelons que vous êtes expert en accompagnement des petites et moyennes entreprises. Avec vous, on s'est intéressé à la qualité des services. Est-ce un atout de taille dans le développement d'une entreprise? Votre réponse est oui, oui et oui. Et pour cela, il faut véritablement s'intéresser à améliorer cette qualité de service. Il y a eu des propositions de solutions d'ailleurs sur ce plateau. Autant savoir s'achemine ainsi vers sa fin, que dis-je, c'est totalement terminé. On va à présent sur la toile pour aller faire la revue de l'actualité web. Dans le dossier faux médicaments, la Cour d'appel de Cotonou va rendre sa décision le 27 novembre 2018. C'est ce qu'a décidé la Cour au thème de l'audience du mardi 13 novembre 2018. Cette audience a permis d'aborder le fond du dossier. À l'ouverture de l'audience, les conseils de la défense sont revenus sur les exceptions soulevées à la dernière audience. Pour eux, il y a nullité de la procédure du ministère public parce que basée sur une loi qu'ils jugent non applicable. Ils affirment qu'il ne suffit pas qu'une loi soit votée et promulguée pour être appliquée, surtout lorsque la loi même, dans ses dispositions, subordonne son application à la prise de tests d'application, comme c'est le cas de cette loi portant protection du consommateur. Selon la défense, aucun de ces tests n'est encore pris. Dans sa réquisition, le ministère public a requis une peine de 4 ans d'emprisonnement, dont 24 mois fermes et une amende de 100 millions contre 4 ans fermes et 100 millions en première instance. L'acteur bénino-américain Jimon Oussou s'apprête à incarner le docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix 2018. Nommé 2 fois aux Oscars, Jimon Oussou a partagé le quotidien du docteur pendant 7 jours. Pour l'acteur, cela lui permet de mieux s'imprégner de son rôle. Cette rencontre qui a marqué les deux hommes signe le début de la préparation de Ponzi. La sortie de ce biopic est prévue pour l'année 2020. Le casting a débuté et le tournage est prévu pour l'été 2019 en Afrique centrale. Ponzi, du nom de l'hôpital du Sud Kivu, dans lequel exerce le docteur congolais, est un long métrage de la réalisatrice Marie-Hélène Rousse. Moine Dividend Film, la maison de production détient depuis 2017 l'exclusivité des droits à l'image et de représentation du docteur Denis Mukwege et de son confrère et ami Dr Guy Bernard Kadiri. Dans son condensé sur la toile, la RTBF nous apprend que 8 femmes enceintes sur 10 ont pris au moins un médicament au cours de leur grossesse. Les mutualités libres ont étudié ce phénomène pendant 3 ans auprès de plus de 60 000 femmes. Et dans 7% des cas, il s'agit de médicaments potentiellement dangereux ou qui peuvent provoquer des anomalies. Pour Muriel Lona, chargée d'études aux mutualités libres, ce sont des médicaments qui sont pris de manière très facile que vous pouvez trouver dans votre pharmacie, comme par exemple l'ibuprofène. Ce sont des médicaments qui, lorsqu'ils sont pris lors du premier trimestre de la grossesse, présentent un risque important pour le bébé à naître au niveau cardiovasculaire et rénal. Les mutualités libres conseillent aux futurs mamans de toujours consulter un médecin ou un pharmacien avant la prise d'un médicament. Elles insistent aussi sur un point important: si une femme suit un traitement chronique, il ne faut jamais l'arrêter sans avis médical préalable. Merci à vous, Yasmine Damata, pour cette revue de l'actualité web. Nous faisons ensemble à présent et avec vous, mesdames et messieurs, le rappel de la météo.
eh bien, nous sommes à la fin de ce grand rendez-vous. Notre instant citation à présent, elle nous vient du Cameroun, d'une ethnie que vous connaissez certainement. Il s'agit des Bamileke. C'est donc un proverbe Bamileke qui dit ceci: avant de tromper le coiffeur, il faut savoir que les cheveux vont encore pousser. Avant de tromper le coiffeur, il faut savoir que les cheveux vont encore pousser. Merci à vous de toujours nous préférer. On se retrouve encore demain pour d'autres informations sur le grand rendez-vous. D'ici là, portez-vous bien et bonsoir chez vous.